Salut JC, salut Everywhere. Salut Seb, salut, ouais. Moi, je sais pas si on aura grand monde, mais je me suis dit, je me connecte quand même. Toujours l'occasion de Ouais, parler un peu d'Ishimoku, d'analyse technique. ouais, 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 ouais. Écoute, ouais, ouais, Ça te non, fait, ça te fait hier, aujourd'hui, ouais, ouais. Non, non, mais peut-être jeudi. on a bien toujours des questions. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, hein, c'est les questions hein, le plus important. Hein. Ouais, C'est vos propres recherches, vos propres manières de faire, et puis moi, je peux que essayer de vous aiguiller avec un petit peu d'expérience. Et de ouais, manière de faire. Alors, ouais, je suis déjà et partagé. ouais, ouais, non, mais c'est vrai, Et l'avantage là, c'est des petits lives un peu chill comme ça. Eh ben, quand on a des questions ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez poser directement la question ou ouvrir votre micro pour me poser la question. C'est toujours un peu plus convivial, donc t'hésites pas, j'y sais. Éventuellement, poser quelques questions si tu as envie. J'y répondrai. Là, l'idée, c'est on fait une petite analyse Bitcoin pour voir à peu près où on en est. Hein. Ça, c'est l'objectif. ETH aussi pour voir un petit peu, puisqu'on avait analysé la semaine dernière un petit peu tout ça avec les différents temps. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus hein, par rapport à ce qu'on a vu hier. Enfin hier, qu'on a vu la semaine dernière. Donc toujours on va revenir, hein, le plan est toujours effectif. On va essayer de revenir dessus sur Bitcoin. On va attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. On va voir si. ouais, moi Voilà. enfin, c'est- j'ai pas mal de questions. Moi, c'est sur le temps, mais bon, je te les poserai jeudi parce qu'il faut que je te montre, faudrait que je partage. Donc, je te montrerai ça jeudi. Mhm. C'est un peu, enfin, c'est difficile d'aborder comme ça. Il faut montrer les choses sur un graphe parce que ça, après, c'est compliqué, quoi. Mais, C'est sûr. Et puis l'étude du temps, c'est quelque chose d'important en Ishimoku et ça peut, ici les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude, ça peut, ça peut leur voilà, les ouais, perturber un petit peu. Donc, le temps, c'est vraiment, tu peux bah, partir dans tous les sens, en fait, et tu peux facilement te perdre. c'est ça. Et au bout du compte, ce que tu as fait, ben, si ça se trouve, ça n'a pas énormément de sens. C'est ça le problème. Faut que tu puisses le point de départ en fait c'est un creux préparatoire. Il faut que tu détectes ton creux préparatoire et que tu vas commencer à partir du creux préparatoire à essayer de l'estimer et de voir un petit peu comment que ça s'est développé. Ouais, Et tu vas essayer de regarder les différents tempos qui vont bien, hein, que ce soit Mokugi, Fokugi, enfin tous ces différents tempos. Et à partir de là, commencer à créer ton idée, construire ton idée. Elle va venir au fur et à mesure de ton tracé temporel, et c'est là où voilà, ça va germer dans la tête. Ok. ouais, Mais on verra ça jeudi au pire. ouais, tu verras, je suis parti vraiment de loin, hein. Peut-être de trop loin. Encore une fois, il faut savoir ce que tu veux faire. Hein. L'idée, c'est toujours partir. Là, aujourd'hui, je pourrais partir comme on avait fait la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai présenté l'entièreté du Bitcoin sur le mensuel. D'accord. Avec mon relevé de temps qui, pour moi, est le mouvement qui m'intéresse. Alors, je ne suis pas parti de 2017. Je n'aurais pu encore chercher d'autres choses avant, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se terminer ici. D'accord. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui se termine là, j'ai besoin, moi, de comprendre l'impulsion à partir de mars 2020. Donc, j'ai mis, si tu veux, le focus à partir de ce creux de mars 2020 et toute la poussée qu'il y a eu après pour déterminer les différentes temporalités, d'accord. Et surtout pour déterminer les mois qui vont être importants à suivre. Et notamment, c'est ce que je disais, le mois de juillet est un mois important au niveau de l'Ishimoku, puisque on a 4 arrivées temporelles en fait qui clôturent sur le mois de juillet, d'accord, et qui peuvent influencer le prix.
alors c'est pas les seuls mois, il y aura le mois de septembre, le mois de décembre, d'accord, qui sont aussi des mois qui vont être intéressants et importants d'observer. Après, il y a la rythmique interne où on voit qu'on est à 1, 2, 3, 4 mois consécutifs haussiers. On voit que 4 mois, c'est le tempo, hein, on peut aller jusqu'à 5, 6 mois, sur lequel le marché après met une correction, d'accord, plus ou moins importante, mais voilà. Donc on arrive, si tu veux, entre de juillet à septembre, dans la période sur laquelle il pourrait se passer quelque chose sur le Bitcoin, et d'autant plus qu'on arrive sur des targets. Donc toujours comprendre qu'on arrive sur une zone, et dans la zone où on y arrive avec un certain temps qui vient de s'écouler, et il y a une certaine construction qui est en train de se faire. C'est-à-dire, quand je parle de construction, c'est les bougies qui se sont accumulées pour arriver jusque-là. Elles se sont accumulées d'une certaine manière. Et c'est ça qu'il faut apprendre aussi à décortiquer pour pouvoir comprendre comment le sentiment évolue sur le marché. Et c'est ça, en fait, l'Ishimoku, c'est tout ça. C'est pas simplement lire des lignes et voilà, Tenkan, Kijun, oui, ça fait des supports, des résistances, mais c'est un peu plus profond que ça. Donc, effectivement, l'analyse du temps est importante. Mais si je voulais maintenant m'intéresser que à la partie de août 2024, d'accord, cette phase d'impulsion ici, eh bien, je pourrais m'intéresser que à ça et décortiquer ce qui s'est passé à l'intérieur, d'accord. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ok. Bonjour à tous ceux qui sont revenus. Je pense pas qu'on sera très très nombreux, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment qu'on se fasse un truc sympa. On va pas forcément durer 3 plombs non plus. Si vous avez des questions spécifiques, notez-les sur le chat. Je vais essayer de lire un petit peu le chat derrière. Et puis voilà. Si vous avez quelques cryptos que vous voulez qu'on décortique rapidement, on pourra le faire aussi. Pour l'instant, on va faire Bitcoin, Ethereum. D'accord, qui sont pour moi voilà de choses importantes qu'on avait déjà et qu'on suit en fil rouge. Et après, on regardera un petit peu certains alt si vous voulez. Ok. Donc, on va commencer avec Bitcoin. Ouais. Là, vous avez Bitcoin en mensuel. Je sais pas si tout le monde était là la semaine dernière. Je crois pas. Je crois pas. Donc on a découpé la semaine dernière, je vous avais présenté un petit peu toute la vision mensuelle de Bitcoin. Je ne vais pas revenir directement dessus parce que le live a été enregistré, donc voilà, où j'explique un petit peu les relevés temporels. Donc on a beaucoup parlé des relevés temporels sur l'Ishimoku. Ce que je voudrais focus maintenant, c'est dans cette idée où le mois de juillet est un mois important. Donc si c'est un mois important, ça veut dire quoi? Est-ce que ça va être un sommet sur lequel le marché va venir corriger son impulsion? D'accord. Donc l'idée qu'on avait émis la semaine dernière, c'était de comprendre un petit peu comment le mois de juillet est en train de se goupiller, mais avec une vue en daily pour pouvoir voir un petit peu le ralentissement que le marché est en train de faire, et est-ce que ce ralentissement va engendrer un sommet qui amènerait la correction potentielle, ou alors eh bien que non, il n'y a pas de ralentissement encore suffisamment important qui nous permette de nous dire pour moi je dois prendre mes bénéfices. D'accord. Donc vraiment le questionnement il est là, c'est est-ce que ce que je vois en daily me dit il faut sortir une partie de mes bénéfices parce que le momentum est en train d'infléchir, ou alors est-ce que je peux garder ma position, et surtout jusque quand, et qu'est-ce qui me dira que mon prix m'informe qu'il est temps de sortir. Qu'est-ce que doit faire le marché pour que moi, personnellement, je me dise je sors. Donc je l'ai expliqué la semaine dernière, le plan reste valide, donc je vais devoir reprendre ce plan-là en daily, puisque ça restera le même, et on va évaluer ce qui s'est passé sur la semaine dernière où on s'est un petit peu quitté, et on va regarder ce qui se passe sur cette semaine. Donc là, on est en vue weekly. Donc la semaine dernière, on avait dit qu'on devait très probablement continuer à rester dans le range. On avait une date qui allait être importante, et surtout un niveau de prix qui allait être important, et donc les lignes de force de cette structure que je rappelle
point de départ sur la bougie du 7 avril en weekly, d'accord, même si on peut le regarder en daily, 7 avril ici avec le point C sur le 23 juin. Et donc, cette structure, on cherchait 121 892, 125 760. On était entre ces deux lignes de force-là, c'est pour ça qu'on visait 121 892 et 125 000, et on disait, bon, ben voilà, pour l'instant, on reste sur ce rythme-là, et on va essayer de voir un petit peu comment ça s'est goupillé. D'accord? Donc, on est resté dans la latéralisation la semaine dernière. On reste dans la latéralisation cette semaine. Bon, elle vient de s'écouler, hein, puisque ça fait que 2 jours, mais en tout cas, on est encore dedans. Donc maintenant, on bascule sur le daily. Sur le daily, voilà un petit peu ce qu'on suit et les lignes de force qui étaient aujourd'hui, et comprenez bien ces lignes de force qui nous donnent un petit peu les options qu'on vise. Donc ici, sur cette structure qu'on a mis, nos lignes de force qui nous représentent un petit peu la vitesse de momentum. Quand on était ici et qu'on avait fait notre analyse sur cette période-là, on était encadré avec ces deux lignes de force et donc on avait quelque chose autour des 135 000 en possibilité jusqu'à 149 000. Sauf que le marché, eh bien, il s'est mis à latéraliser avec le contact de la borne V des 122 600. D'accord ? Et on sait que ça, c'est une borne qui va être importante à passer parce que c'est la borne V d'un mouvement passif. D'accord ? Je vous le remontrerai tout à l'heure. Donc clairement, une fois qu'on est venu à ce contact-là, le marché s'est mis à latéraliser complètement. Et du fait qu'il latéralise, forcément, il perd sa vitesse. Et s'il perd sa vitesse, eh bien, il va changer de ligne de force. Vous voyez qu'ici, dans cette période-là, on était entre ces deux lignes-là. Entre ces deux lignes veut dire que, eh bien, au maximum, on pourrait envisager 135 000, avec une possibilité à 125 760, d'accord, entre ces deux-là. Et on a continué à latéraliser, donc on change encore de vitesse, et maintenant, on est plutôt en train de dire que le marché devrait être entre 122 600 et 125 760. Hein. Vous comprenez que plus le marché ralentit, plus on va réduire nos objectifs également de ce côté-là. Hein. C'est le but un petit peu de cette représentation de la vitesse de propagation d'un mouvement. Donc ça, c'est pour ceux qui peut-être ne me suivent pas depuis très très longtemps. Et donc je rappelle, bon là, il n'y a pas... Là, il y a plus des expérimentés qui sont là. Donc voilà, pour le principe. Donc ici, si on regarde comment ce qui s'est passé sur notre momentum là, pour avoir un tout petit peu plus de précision, j'ai tracé deux zones. Une zone verte qui est plutôt avec un sentiment acheteur et une zone rouge qui est plutôt avec un sentiment vendeur. Je vais mettre pour ça, je vais rajouter les volumes. Hop. Hop. Les volumes. Alors pourquoi je rajoute les volumes? Parce que on va se servir de ça pour essayer de comprendre comment le marché et ce qui s'est passé là-dessus. D'accord? Première chose qu'on doit observer dans la construction du mouvement. Vous avez un mouvement qui, depuis le 9 juillet, on va dire 8 juillet, a amené une impulsion qui est assez propre. Vous voyez que vous avez des bougies qui ont été en clôture haussière constamment. Un petit doji ici, mais derrière tout de suite, ça a été une clôture haussière assez forte. Donc on peut considérer que là, on avait une impulsion qui a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours consécutifs. D'accord ? 7 jours consécutifs où ça a été une hausse continue. Et donc c'est quelque chose de propre, d'harmonieux, où tout le monde était d'accord. Puis on est arrivé toucher ces 122 000 et on a sur cette septième bougie qui est ici une mèche qui a été très importante ici. Donc le marché est venu rejeter, donc venir au-dessus des 122 000 et clôturer à 119 000. Okay, cette mèche-là, elle n'est pas anodine, surtout si on compare les volumes associés à cette mèche. Vous voyez la taille de la bougie et les volumes qui ont été associés dans cette bougie-là. Ça montre que ici on a rencontré de l'offre sur ce niveau. Okay. Non seulement on a rencontré de l'offre, mais en plus le lendemain, si on regarde bien, on a continué à pousser à la baisse
jusqu'à la zone des 115 800. Okay, amenant une pression baissière assez importante, si je devais la tracer ici, cette pression baissière, en fait, là, qui est clairement comme ça. Donc là, on sent bien cette pression baissière qu'il y a eu. Et on a une mèche ici qui a été rachetée, hein, qui a permis d'être rachetée. On voit les volumes associés à cette bougie rouge ici qui ont été encore plus importants que cette bougie précédente. Okay, donc, on a eu de l'échange. On a des volumes qui ont été relativement élevés. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ça, depuis le 14 et le 15 juillet, parce que c'est les deux jours-là, hein, 14 et 15 juillet, eh bien, on a, si vous voulez, marqué une zone où le marché latéralise autour de ça. D'accord ? Donc, c'est cette zone-là. Le marché vient marquer. Et donc, il faut une, une étincelle pour savoir dans quel sens le marché veut sortir. Okay, donc on est resté dans la latéralisation, mais dans cette latéralisation, il faut qu'on essaie de comprendre comment les volumes s'échangent. D'accord ? On voit que la moyenne des volumes, ce qui n'est pas anodin, on est resté. Donc la moyenne, c'est le trait bleu enfin, trait bleu. Je vais l'enlever ici. C'est cette ligne blanche que vous avez, c'est la moyenne à 30 jours. Donc c'est la moyenne du mois en termes de volume. Et si vous regardez ici, on observe le nombre de bougies qui clôturent au niveau ou supérieur au volume moyen du mois dernier, des 30 derniers jours en glissant. D'accord ? Donc on en a 1, 2, 3. Donc même celle-là, elle compte, hein, puisqu'elles étaient dans le range. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, la 10e. D'accord ? C'est plus le cas maintenant. Toutes les autres, là, maintenant, elles se clôturent en dessous du volume moyen. Donc là, il y a eu une forte activité, si vous voulez, jusqu'à cette journée-là. Tout ça, c'est sans activité, ou moins d'activité. Donc c'est important de bien comprendre ce qui est en train de se goupiller. Et donc, si on regarde la bougie du 25 juillet, on va regarder cette bougie ici, qui va être intéressante, c'est de la manière dans laquelle la mèche a été ravalée. D'accord ? Donc là, on voit que le marché a essayé d'aller plus bas que la mèche du 15 juillet. Hein, c'était la journée où il y avait eu le plus de volume. Donc on a essayé d'aller plus bas. Et là, on a eu un ravalement, un rachat avec 2 jours consécutifs où on a clôturé à la hausse. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, plutôt intéressant. Voilà ce qu'on peut voir. Donc ici, ça veut dire qu'il y a encore de l'intention acheteuse. D'accord ? Donc en comprenant cette intention acheteuse, si on regarde les lignes de l'Ishimoku, okay, on voit que les lignes sont bien orientées. En Ishimoku, qu'est-ce que ça veut dire des lignes bien orientées ? Ça veut dire que vous avez votre Kijun-sen ici, cette ligne que je trace là, cette ligne rose, et votre Tenkan-sen ici, qui sont un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire que Tenkan est au-dessus de Kijun, ça veut dire que c'est plutôt dans un momentum et un élan plutôt haussier. Vous avez un Kinkoyo, d'accord, le Kinkoyo qui est entre Tenkan et Kijun, qui est dit haussier. Vous avez un Kumo, pareil, entre la SSA et la SSB ici, qui est également haussier. Donc on peut dire, et la Shinku, libérée de ses prix. Donc dans les 3 espaces visuels, futur, présent et passé, tout est libéré. D'accord ? Tout est plutôt encore haussier. On voit qu'on a un ralentissement depuis le 13 et le 15 juillet, d'accord ? Ça n'a pas de souci. Et ce ralentissement montre une première période jusqu'au 25 assez active. Et puis, depuis le 25, plus grand-chose à se mettre sous la dent. Le marché a fait le travail de ce côté-là. OK. Maintenant, on va continuer à observer au travers des volumes, mais non plus les volumes at time, d'accord, puisque là c'est à chaque fois avec un intervalle de temps. On va regarder at price, donc comment les volumes se distribuent à l'intérieur pour le mois de juillet. D'accord, je vais bien regarder ce côté-là aussi.
Et on va essayer de voir un peu comment ça se goupille en termes d'observation. Donc, si je regarde et que je dézoome un tout petit peu plus, ici, je vais voir si j'arrive à avoir... Ouais, bon, besoin d'aller plus loin. Alors, donc, sur les volumes qu'on va regarder, c'est le prix le plus échangé dans le mois. Le prix le plus échangé sur le mois de juin, vous voyez qu'il était plutôt à 105 500. Et ici, on est venu avec une belle distribution gaussienne, plein centre de notre range, fatalement, aux alentours de 118 000. Donc le prix le plus échangé sur la période de juillet, c'est autour de 118 000. Et ce qui fait un joli petit gap entre bien ces 105 000 qui était la valeur précédente, le POC précédent, et le POC actuel, quand même une valorisation de 11%, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Donc, pour l'instant, on dit c'est le ralentissement, il est clairement visible, le marché ne cherche pas à aller plus haut, mais ils maintiennent une pression, d'accord, de rachat sur la partie basse. D'accord. On a mis 7 jours pour monter sans problème. Tout le monde était d'accord sur une semaine complète de hausse. Et maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jours où le marché bien, n'a pas de conviction de continuation. D'accord. Ni haussière, ni baissière. Alors attention, parce que le sentiment, forcément, il est fragile. Plus on va attendre et plus on va absorber le momentum de hausse. C'est-à-dire ici, on a encore une SSB qui peut continuer à monter, une SSA qui va rester neutre, d'accord. Donc on peut avoir quelque chose qui va venir croiser. C'est quand vous avez cette SSB qui vient à proximité de votre Kijun-sen que on estime que le momentum d'absorption est terminé, c'est-à-dire qu'on a absorbé bien l'excédent précédent, c'est-à-dire le momentum précédent. Le momentum précédent étant haussier. Eh bien, si on commence à latéraliser pendant un certain laps de temps, eh bien forcément, qu'est-ce qui va se passer avec vos lignes? Eh bien, elle va effacer passivement les plus bas au fur et à mesure et elle va se remettre à monter et venir au même niveau que les autres lignes. Et là, tout va se mettre en alignement et là, on sait que c'est un moment propice à un changement. Ok, donc, si on regarde ça, et maintenant, au travers du temps, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, voilà, ma ligne, la vitesse, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je dois arriver au moins à 121 000 avant le 6 août. D'accord? Ou au plus tard au 6 août. C'est la vitesse, on va dire, minimum que j'attends de ce marché. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, on est just in time, puisque je m'attendais à avoir cette valeur minimum. Ici, eh bien, à ce jour-là, eh bien, je suis just in time, puisque la clôture de la bougie, ou en tout cas la bougie actuellement, est positionnée sur sa ligne de force. Ici, c'est pareil, on était just in time. Tout ça, on était en avance. On pensait que le prix était ici, le prix était là. D'accord. Donc on était en avance, et là on commence à être just in time. Demain, vous comprenez que si on continue à latéraliser ou on reste à l'intérieur pendant 2-3 jours, on sera en retard. D'accord. Vous comprenez l'importance de ces lignes de force pour nous dire, attention, il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous avons encore du momentum de hausse probablement, mais nous sommes en train de perdre complètement le rythme. Ok. Alors perdre le rythme, c'est pas grave, mais jusqu'à quel point je m'autorise à perdre ce rythme? Jusqu'à quel point le marché, s'il décrochait, eh bien, je me dirais, je sors. Ce point, je le vous ai donné la semaine dernière et il reste le même. D'accord. C'est cette zone ici, 109 580, prenez 110 000 en mémoire, en référence à peu près, la zone. Voilà, cette zone ici, elle ne doit et elle ne devrait
pas casser si le sentiment haussier est toujours fort. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, nous avons un creux ici qui est solide, d'accord? Dans cette montée-là, on a une montée qui est propre. Dans cette montée propre, si on a une montée propre, ça veut dire que ici probablement, on a de la force sous-jacente acheteuse qui devrait soutenir le prix. Quand on a eu cette montée ici, si vous regardez bien, quand on a eu cette montée, vous voyez que vous aviez le mois de mai ici qui avait contenu le prix dans cette zone. Et vous voyez que juin est resté à l'intérieur de la valeur précédente et que cette montée ici, pendant ces 7 jours consécutifs, ont permis de valoriser, d'augmenter la valeur mensuelle du Bitcoin. D'accord? Donc la région de cette ère mensuelle qui a augmenté. Donc ça, c'est plutôt donc ce mouvement ici, c'est celui qui a amené cette volonté à casser justement 2 mois de cotation plutôt neutre. Ok, donc derrière, ça doit être du solide. Ça ne doit pas casser ici. En tout cas, la cassure de ce niveau deviendrait une zone, pour moi, de warning sur laquelle, si on venait casser de manière assez claire la zone, tout rebond, et je le dis pour moi évidemment, hein, je sais pas un conseil, tout rebond ici devrait avoir un impact significatif et je me prépare à sortir une partie des bénéfices. D'accord? Sous réserve que cette zone ne tienne pas, le prochain rebond sera pour moi une période sur laquelle je serai prêt et sans regret, même si le marché continue à monter après derrière, sans regret, sortir une partie de mes positions. D'accord? Tant que je n'ai pas cette configuration, Oui, hein. Salut. Hein. tant que je n'ai pas cette configuration ici, je reste en position. Je n'ai pas peur de se rendre, je n'ai pas peur de cette latéralisation, je n'ai juste peur, et en tout cas je prendrai en considération une rupture de ce niveau avec rebond. D'accord? Voilà. Sabrina, si tu veux dire quelque chose, il n'y a pas de souci, mais sinon, c'est ton micro qui est ouvert. Oh, pardon. Oui, il n'y a pas de souci, j'adore. Mais je pensais que tu avais une question à me poser, alors je me suis dit, ça y est, j'étais content. Non. En fait. Ça fait longtemps? Depuis le début. Mais tu n'as rien dit de grave. Non, Et puis vous m'avez t'inquiète. pas coupé. Non, 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 non. Mais, Oh. non, mais je pensais que tu allais me poser une question, c'est pour ça. Ah, il m'a mute, Malek. Ouais. Et voilà. Merci pour ton intervention, Sabrina. Je parle Donc pas voilà. beaucoup alors, hein. Ah. Ouais. Ouais. Mais je pense que tu es peut-être d'accord avec moi sur l'analyse, peut-être. C'était ça que tu voulais dire. Exactement. Parfait. Alors je continue. Euh, Oui. donc voilà. Donc cette zone est importante. Elle est d'autant plus importante que vous avez vu, je vous ai montré la vague baissière importante. Donc la première impulsion où on a vu qu'il y avait de l'offre sur le niveau. Je vous ai tracé cette vague qui va de ce point ici à ce point bas. Et quand on reporte cette vague, c'est notre première possibilité de target E, on va dire. C'est ce que je vous ai noté avec cette petite flèche rouge ici. Vous voyez que elle, eh bien, elle arrive également sur ce niveau. Donc une rupture de ce niveau ici est vraiment pour moi significatif. Ok? Donc quelque chose qui viendrait casser avec solidité les 108 000, hein, vous voyez, pour passer en dessous de la zone de cette flèche rouge là, 108 000. Pour moi, c'est assez clair et j'aurais aucun regret de sortir les positions sur rebond. D'accord? Ça ne veut pas dire que le marché va se casser la gueule, hein, encore une fois. C'est que ici, pour moi, j'ai suffisamment d'informations. N'oubliez pas, mois de juillet, mois important, beaucoup de terminaisons. Juillet, août, septembre, on arrive sur la fin de momentum. Cette fin de momentum, bon, souvenez-vous, on a déjà donné les fins pour nous de la hausse Bitcoin plutôt vers le mois de novembre. Et là, on est en train d'ajuster entre ce qu'on avait dit il y a très très longtemps, avec les projections qu'on avait, et puis là, on vient affiner.
D'accord? Toujours de plus en plus. Et donc là, j'ai les premiers prémices qui, pour moi, ne seraient pas des choses très idéales. D'accord? Et en tout cas, qui mériteraient que je prenne une partie de mes bénéfices. Tant que j'ai pas ça, je ne fais rien. Soit clair. Voilà pour Bitcoin. Alors, je veux juste étudier un peu plus la journée, si vous me permettez, du vendredi 25 juillet. D'accord? Pour étudier un petit peu cette mèche. Ok. Vous voyez, hein, je fais toujours passer de la dichotomie, enfin pas de la dichotomie, mais on va couper, essayer d'observer les choses. Et donc, moi, ce que je veux comprendre, puisque ici, c'est la journée où j'ai le plus de volume, avec une belle mèche de rachat, d'accord. Je veux voir ce qui s'est passé dans cette journée-là. Je veux voir comment ça s'est construit à l'intérieur de cette journée. Donc on va se positionner, mais là du coup sur quelque chose, alors ou en 4 heures ou en 40 minutes, on va se positionner en 4 heures pour le démarrage, voir si on va voir quelque chose, pour voir un petit peu comment ça s'est goupillé. D'accord. Si on n'a pas assez de détails, on ira chercher de la granularité en descendant peut-être en 40 minutes. Mais ici déjà, on a des choses qui sont assez intéressantes. Vous voyez les volumes, comment ils se sont matérialisés, comment ça s'est goupillé. Ici, c'est en une seule bougie de 4 heures que le marché, à partir de 2 heures du matin, donc c'est plutôt côté Asie, hein, ça s'est passé, ce petit déplacement de mouvement, avec un fort volume qui est venu qu'à prendre toutes les liquidités de ce range, et on voit que ben, ça s'est pas arrêté n'importe où encore une fois, ça s'est arrêté sur ce qu'on appelle la VAL, d'accord, en termes de volume, c'est-à-dire qu'on est venu chercher la limite, d'accord, de la valorisation de juillet. Et là, je dis, on parle là, en ce moment, entre nous, là, on parle Ishimoku, mais là, on est en train d'étudier les volumes. Ok. Donc sur ces volumes, on a des zones qui sont intéressantes, donc VAH, VAL, pardon, la partie basse, hein, et puis la VAH en haut, donc au milieu, et on a une belle gaussienne, c'est une belle distribution, hein, vraiment une très très belle distribution de volume sur la partie centrée. Et on voit que le marché a réagi sur l'AVH. C'est-à-dire qu'on est resté à l'intérieur de la valeur avec cette bougie à 2 heures du matin, on a eu une réaction. Alors si on regarde bien comment ça s'est goupillé à l'intérieur, d'accord, et bien à partir de là, vous voyez comment les volumes dans ce tout petit doji quelque part, vous voyez comment ça s'est échangé à l'intérieur avec énormément de volume. Et puis les bougies suivantes, où on a un rebond, vous voyez que le volume redescend, c'est-à-dire que la pression baissière s'arrête. On a compris qu'ici, eh bien, il y avait une zone de soutien à l'achat. Vous voyez qu'après, le marché repart à la hausse, mais sans volume. D'accord. Donc, on est venu marquer la zone, cette zone qu'on est venu marquer, on a eu de la réaction. Ce qu'on peut essayer d'observer, c'est quelle était la réaction quand on est venu la première fois dans cette zone, hein, d'accord. Ben, on décortiquait également les volumes de ces bougies qui sont à l'intérieur. Hop, ici, la manière dans laquelle ça s'est construit une fois qu'on a été chercher, vous vous souvenez, ça c'est la mèche daily hein, qui s'est faite, et le lendemain on a baissé, c'est là où on a notre grande flèche ici. Je remets en daily ici, vous voyez, c'est ce qu'on avait tracé là. D'accord. Donc de ce point haut à ce point bas, ces 2 jours-là, si on rebascule en 4 heures, on va les étudier aussi ici. D'accord. Et là, on a eu une belle construction haussière pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies consécutives haussières quand même. Et on a le répondant derrière, 1, 2, 3, alors 2 doji, 2 hésitations, et ensuite 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a une bougie intermédiaire ici qui nous permet de voir qu'on a eu un fort mouvement également, un mouvement assez pur baissier, et un beau move qui est venu contrôler ce mouvement haussier. C'est ce qu'on a vu en détail dans une seule, enfin des 2 bougies daily. Eh bien là, on a ce petit détail ici. Et ce qu'on va essayer de croiser, c'est les volumes qui ont été à l'intérieur. Et vous voyez que, en fait, si on regarde les volumes qui ont été ici échangés sur les parties hautes de ces bougies-là, on a une augmentation du volume sur cette deuxième bougie. Et regardez cette bougie qui se fait ici, elle se fait
sans vraiment une pression vendeuse accrue, hein, donc cette bougie-là. Et qu'est-ce qu'on aurait pu avoir qui nous aurait dit, oula, c'est vraiment des vendeurs qui cherchent à mettre le couvercle et d'arrêter, d'accord, arrêter le mouvement. On aurait eu ici un échange, si les acheteurs devaient maintenir pour essayer de continuer leur mouvement haussier jusque-là avec envie et importance, on aurait un échange fort ici. D'accord? Les vendeurs auraient essayé de tenir cette position, les acheteurs de contrôler la position, et on aurait une augmentation, encore une fois, du volume sur cette zone. Or, vous voyez que vous avez un petit volume sur cette bougie rouge qui est ici. Ça veut dire que la pression acheteuse s'est retirée. D'accord? Donc c'est la pression acheteuse qui s'est retirée, c'est pas les acheteurs qui ont essayé, les vendeurs qui ont essayé de contrôler les acheteurs. Pour moi, il n'y a pas eu de pression vendeuse excessive. C'est plutôt les acheteurs qui ont plutôt arrêté de continuer à soutenir le mouvement. Le mouvement s'est pas fait avec beaucoup de volume, hein, dans toute cette montée ici, juste pour sortir de la zone. Puis après, on est venu calmement. Et quand on est à réintégrer vraiment cette zone, c'est là, ces deux ici, là où on a rencontré un petit peu plus de résistance. Et ensuite, le marché vient recalmer les choses. Cette bougie, ces deux doji ici, vous voyez que, encore une fois, regardez ces deux bougies qui sont ici. Donc, le premier doji qui prend énormément de volume, regardez par rapport à la taille, hein, encore une fois, quand vous voyez le volume qui s'est distribué dans cette grande bougie là et le volume qui s'est distribué dans cette petite là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un momentum de soutien ici, d'accord? Ceux qui étaient positionnés, on va dire juste avant cette grande hausse là, on vient essayer de soutenir avec du volume. Sauf que le marché ici ne bouge pas. L'effort a augmenté, mais le marché ne bouge pas. Et ils sont pas cons, ça comprend très vite ce qui est en train de se passer. Du coup, le marché arrête de soutenir la zone, ici, et avec le même doji, mais regardez que le volume n'est pas du tout le même. Et à partir de là, le marché lâche et redécroche. Par contre, dans le décrochage et surtout dans les bougies qui vont suivre, là, vous avez de l'intention. Regardez les volumes là maintenant, ils sont clairement en train de soutenir la zone. Même si les vendeurs essaient de pousser un peu plus loin, là, il y a du soutien. Le marché jusqu'à ce niveau de ce doji là pousse, maintient et ensuite le marché reprend ici sur cette bougie là. Regardez bien là, c'est là où vous devez comprendre l'importance de lire une bougie avec son volume. Alors ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que si vous regardez cette bougie ici, vous voyez qu'elle est grande cette bougie, regardez son volume associé. Le volume associé, c'est celui-là. Regardez cette bougie ici qui est dans un doji. Hein, souvent, les gens se disent, ouais, doji, manque d'activité, tatati, tatata. Mais dans ce doji, regardez le volume qui a été fait. C'est bien qu'ici, le marché qui a essayé de remonter là, descendre jusque-là, est clôturé au même prix que la précédente. D'accord? Il y a eu, avec des échanges au-dessus de la moyenne, veut bien dire que là, il y a eu un combat quelque part. Vous voyez, dans ces deux bougies, deux petites bougies ici, regardez les volumes associés de ces deux petites. C'est celle-là, pardon, je me suis décalé de une. Celle-là et celle-là. Donc celle-là et celle-là, donc 1, 2, et ici 1 et 2. Vous voyez bien que là, je préface, pardon. Hop, ici, donc cette bougie ici avec ce volume-là, et la petite verte qui est derrière avec un volume qui descend. Donc ici, on comprendra que la force de pousser ici, donc on a rencontré encore une fois des achats de soutien, et ici, des achats de soutien avec moins de force, d'accord, ont réussi à tenir la zone. Donc ça veut dire qu'ici, la pression vendeuse s'est atténuée. Ils ont renvoyé le bastos une fois sur cette bougie, une fois qu'ils ont vu que les acheteurs ont essayé de repousser sur la mèche ici, ça a été rejeté avec ce volume-là. Rebelote ici, mais le marché ne gagne plus rien, d'accord? On clôture quasiment au même endroit avec tous ces échanges qui ont été faits, d'accord? Et le marché ne bouge plus.
À un moment donné, ici, eh bien, on comprend avec cette bougie et sans volume, d'accord, que le marché haussier a réussi son travail de maintenir la zone ici et le marché repart. D'accord? Donc ici, et c'est pour ça que vous avez eh bien, ce mouvement marqué avec le vert, d'accord, de soutien. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en détail sur les volumes, d'accord, eh bien, on voit comment ça s'est goupillé dans cette zone et on comprend qu'il y a une intention acheteuse de soutien sur ce niveau. Et d'autant plus que si ce niveau casse, c'est-à-dire que ce soutien n'existant plus, la zone des 110 qui devrait amener ce soutien doit amener du volume également. Et c'est là où, si elle ne fait pas son rôle, eh bien, dans ma tête, un warning va s'allumer et de dire, OK, on revient chercher la zone des 116 000 et on décroche, on prend du gain et on commence à mettre du cash tranquillement sur les wallets. OK, enfin, moi, c'est pas je parle pas de vous, mais je dis ce que moi je ferais en voyant ça. OK. Et là, rebelote. D'accord? Et ce volume échangé à l'intérieur de ce doji, hein, c'est un volume très important hein, par rapport aux autres volumes, hein, même c'est au-dessus même de ce volume qui était ici. Donc voilà. Donc ici, on sent que là, même si on a enfoncé un peu plus la zone, bah, il y a toujours une zone de soutien, même si elle faiblit un petit peu, mais on a toujours une zone de soutien. Et malheureusement, on ne voit pas de pression vendeuse excessive sur ces niveaux-là. Ce n'est pas forcément des vendeurs, c'est une manque d'intention acheteuse. Autant on a des soutiens qui sont marqués par les volumes sur ces zones, autant sur la partie haute ici, quand on lâche la partie haute, on n'a pas énormément de volume en fait. D'accord? Toujours par rapport au reste. On voit qu'ici, quand on revient dans cette zone-là, c'est là où on échange les volumes importants. Sur la partie haute ici, même dans la partie ici, vous voyez qu'on a échangé, mais pas non plus, mais bien on a l'alignement ici. Voilà, on a eu la partie haute tout en haut, ça d'accord, c'est pour ça qu'on a noté la partie rouge, c'est pour ça qu'il y a du volume. Okay, on a noté cette partie rouge à cause de ça, la partie verte à cause de ça, et en intermédiaire, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est toujours les parties basses là qui vont être intéressantes à observer. Ok? Vous voyez comment on peut aller un peu plus loin dans la compréhension, enfin aller plus loin, de se donner un petit peu des outils pour observer le marché et se donner, de dire si le marché fait ça, alors je ferai ça moi. D'accord? Pas simplement dire ah s'il casse le prix là, je sors, je je ça, machin, juste au doigt mouillé. Non, je sors parce que si je sors, la cassure de ce niveau-là me montrera que la Shinku sera passée en dessous de ses prix, me montrera que probablement la Kijun-sen sera baissière et donc on veut dire un momentum plutôt baissier, même si je sais qu'il y a encore du rebond, mais c'est assez fragile hein, dans cette zone-là. Eh bien, je me profiterai de ce rebond pour venir sortir de la position. Donc voilà pourquoi je vais continuer à étudier cette phase-là. Et dans cette phase-là, d'essayer de comprendre si le soutien acheteur reste toujours là-dedans. Et si jamais il commence à s'affaiblir, eh bien, je verrai si cette zone-là tient le mouvement pour repartir. Si elle ne le tient pas, elle le décroche et elle rebondit, je sortirai. Donc je sais exactement ce que j'ai à faire, quand à le faire. Je mets une alerte et je ne me soucie plus du truc. Et c'est clair dans ma tête ce que j'ai à faire. Ok, pour Bitcoin, j'ai pas besoin de dire plus. Enfin, je pense. Ah si, je voulais juste revenir sur la target V ici. Peut-être que vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'est celle-là. Hein, c'est le calcul avec la target ici V 122 525. D'accord. En fait, comment on va la prendre en considération? C'est toute la baisse en fait qui a duré de novembre 2021 à novembre 2022, donc un an de correction sur laquelle eh bien, on vient, si vous voulez, en symétrie. D'accord. Donc toute cette baisse-là, eh bien, à 122 524, eh bien, on va avoir une symétrie avec le point ici comme centre de symétrie. Et si on regarde ce centre de symétrie, ici à 69 000,
eh bien, vous voyez que si je le trace comme ça, c'est la zone un petit peu où le marché a essayé de tourner, c'est-à-dire essayer de passer au-dessus. Ensuite, on est passé au-dessus, on a retesté ce niveau pour repartir à la hausse. D'accord? Donc il y a une polarisation de la zone. Et donc, cette limite, si vous voulez, de symétrie, elle se retrouve à 122 524. Et pour moi, c'est un point vraiment très important de savoir si le marché est capable de casser cette zone, parce que ça amènera une autre dynamique et donc à surveiller de près, pour moi en tout cas, la cassure de cette zone pour la suite du mouvement et d'un mouvement encore plus haussier. Donc voilà, cette étape-là, elle est pour moi hyper importante. D'accord? Donc c'est pour ça que je voulais vous dire la zone des 122 000 en passif. Pourquoi passif? Parce qu'elle date d'une zone importante de novembre 2021 à novembre 2022. Et on y arrive aujourd'hui en juillet 2025. Ok? Donc voilà ce qui clôture eh bien, l'analyse de notre ami Bitcoin. Donc, pour l'instant, vous connaissez mon plan. Alors le plan à la hausse, vous l'avez compris, c'est aller chercher les 122 000. J'ai en objectif 122 000 ou 125 000 si on restait à l'état de cette force-là de déploiement. D'accord? Donc il faut cadrer entre ces deux-là, donc entre 121 000 et 125 000 à horizon du 6 août. On a un plan qui pourrait continuer jusqu'au 6 septembre, mais attention, on arriverait après le 6 août dans la phase 2, on va dire, du plan, et on sait que dans ces phases-là, eh bien, on peut avoir le début des amorces correctives qui peut arriver. Voilà pour BTC. Est-ce qu'il y a des questions côté BTC? Sinon, on bascule sur l'ETH. Donc ETH, c'est une configuration un tout petit peu différente par rapport au mensuel qu'on avait également vu la semaine dernière. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, regardez la vidéo de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur tous les marquages temporels. Mais voilà, on est dans des petits cycles de 5-6 périodes, de 5-6 mois. Sur laquelle on arrive quasiment en butée 1, 2, 3 et 4. Donc il nous reste encore ce mois de juillet qui est important et le mois d'août, encore une fois, qui amènerait cette rythmique au 5e mois. Et on sait que à peu près tous les 5 à 6 mois, eh bien, vous avez une inversion de momentum, en tout cas sur la musique que nous montre l'Ethereum sur le mensuel. Ok, donc dans l'idée, c'était pareil. Ce mensuel-là qui arrive sur les zones, hop, ici, on va le montrer plutôt en daily. Je vais vous le montrer en daily. Voilà. Ici, hop, hop. Voilà, si on regarde la valorisation la plus élevée en termes de volume, d'accord, on était sur la période de décembre 2024 avec un POC aux alentours de 3920. D'accord, c'est le POC le plus haut qu'on a eu dans cette petite structure ici, avec la valeur haute à 4037. Et on voit que le marché est en train de travailler, vous voyez, cette zone. Si je prolonge ce niveau de POC ici, hop, vous voyez que c'est pile la zone sur laquelle le marché est en train de travailler. Donc, la zone la plus échangée en décembre 2024. Donc on s'attend à des choses, à des réactions. Est-ce que les volumes sont en train de rentrer, pas rentrer? Donc voilà un petit peu les détails qu'on va devoir aller chercher à l'intérieur de ce mouvement. Si on regarde les conditions des lignes de l'Ichimoku, vous n'avez pas de problème. D'accord? Pourquoi? Pareil, vous avez un Kinkoyo qui est bien orienté, Tenkan est bien au-dessus de Kijun-sen est bien toujours en train de monter à la hausse, vous avez un Kumo entre SSA et SSB qui est toujours bien orienté à la hausse. Là, si on regarde en termes de mouvement, de construction de mouvement, vous avez quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bougies consécutives haussières, même si vous avez une petite bougie négative qui s'est faite en intermédiaire. Voilà, vous avez quand même un bon mouvement directionnel qui s'est mis en place
sur Ethereum depuis également le début juillet. Ok. Par contre, on commence à voir que les bougies rouges commencent à montrer un peu plus le bout de leur nez sur cette partie un peu plus touchy du POC de décembre là, donc sur laquelle on voit qu'il y a un affaiblissement qui est en train tout doucement de se matérialiser avec la présence de ces bougies rouges qui commencent à pointer leur bout du nez, autant qu'ici je vous ai dit qu'il y avait c'était assez unidirectionnel. Ici on commence à se poser des questions sur la continuité et ce qui amène le POC de juillet sur le niveau à 3780 ou 3738 pardon. 38 oui. 53 pardon, 3753. Ok. Donc là, pareil, quelles sont les zones qui seraient risquées pour BTC, pour ETH? Eh bien, c'est pareil, la Shinku qui est ici, la rupture, on va dire, de toute cette ligne de bougies bien haussière, la rupture de cette zone à 2630, 2632 ce serait un premier signal également de dire attention, c'est danger, le prochain rebond, il devra être vendu, d'accord? Pour moi, pour prendre des bénéfices. Donc ici, attention, on a quand même une zone de volume plutôt sur les 3000, voir comment que ça réagira, puisque c'est la VAH et VAL de juillet. Donc ici, est-ce qu'on va rester sur cette zone-là? Peut-être qu'on restera plutôt sur les zones des 3000 sans forcément aller chercher 2006. Ça, c'est une possibilité, mais en tout cas, si ça reste à ces endroits-là, bien, pour ma part, ça ne posera aucun problème. Je garderai mes positions sans souci. C'est encore une fois la rupture d'une zone bien déterminée comme ici qui m'amènerait à, si on enfonce de manière significative, tout rebond qui vont suivre sera pour moi une occasion de prendre bénéfice. Voilà un petit peu sur Ethereum, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Encore une fois, on est dans une zone conflictuelle, on est sous résistance du POC de décembre, et si on regardait la construction de notre mouvement depuis le 25 avril 2025, pardon, on va retracer l'ondulatoire. Ce mouvement ici. Ok, donc voilà, on a un peu d'avance par rapport à notre mouvement, on est passé au-dessus, on va rajouter les extensions. Et donc, à l'heure actuelle où on se parle, on pourrait envisager, pour le moment on est just in time, c'est-à-dire que la clôture est pile sur sa ligne de force, on pourrait encore, à l'heure actuelle où on se parle, envisager un ETH réalisant sa 2N à 5048. Évidemment, il faudra d'abord qu'il passe toutes les étapes comme le POC à 3920, la E à 4347, et puis, pourquoi pas, aller chercher les 5048. Évidemment, on a beaucoup d'avance sur le plan. Ce plan se termine au 26 août. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que c'est clair de ce côté-là? Donc, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'information plus basse? Personnellement, non. Dans une telle construction, j'en éprouve pas le besoin. C'est quand même assez dynamique, même si ici on a des prémices de ralentissement qui sont tout doucement en train de se mettre en place. Mais regardez également, si on observe comment que ça s'est goupillé sur le POC qui était ici, on a eu cette résistance, le marché est venu casser ensuite ce niveau, puis à l'heure actuelle en train de le retester. D'accord, 3750. Et donc il faut que ça maintienne. On peut continuer maintenant à remonter tranquillement et doucement sur cette ligne-là, cette ligne de force, pour continuer à envisager potentiellement 5048. Si évidemment, vous l'avez compris maintenant, on est par casser et travailler à l'intérieur de ce mouvement ici, d'accord, on viserait plutôt
3437. Encore mieux, si on arrivait en dessous, on viserait entre 3646 et 4337. D'accord? Donc vous avez compris maintenant comment ça fonctionne au niveau de ces lignes, en tout cas de lire le guide visuel de ces lignes. Donc pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant, tout est encore au vert, même si on sent qu'il y a un petit ralentissement qui est en train de se mettre en place. Il peut corriger, il n'y a pas de souci, jusqu'à 3000, donc c'est pas un problème là-dessus. Faut pas non plus qu'ils mettent trop de temps là, puisque on a le mouvement passif qui va se mettre en place à partir de, on est ici, 1, 2, 3, 4 jours. Donc 4 jours, on va avoir un mouvement dynamique de Kijun-sen qu'il faudra évaluer. Est-ce qu'il relance la dynamique ou non? Donc ça, ce sera à observer. Ouais, il faut le revisionner plusieurs fois, on est d'accord. Je sais que il y a beaucoup d'informations, c'est compliqué je parle beaucoup, je parle vite. C'est pas forcément simple si on débute dans le style d'analyse Ishimoku, dans ce style d'analyse Ishimoku. Donc ça peut être un peu déroutant. Mais vous essayez. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de choper la logique de la manière dans laquelle on va mener notre réflexion, pour que vous essayez de vous dire, je me sens plus à l'aise devant mon graphique. Je sais ce qui est en train de se passer, ou en tout cas, j'essaye de peaufiner l'idée, de comprendre ce qui est en train de se passer devant mes yeux, en observant les équilibres des lignes de l'Ishimoku, en observant la construction des bougies, en regardant les volumes qui ont construit ces bougies, et les structures qui ont échafaudé le mouvement. D'accord? C'est quoi? Ah il est là, Adus. C'est quoi Ishimoku déjà? Ah, tu m'avais manqué, Adus. Alors, question. Mais du coup, toi, Seb, t'estimes de cette manière qu'on est plus sur une fin de cycle qu'autre chose? Alors, les autres fois, cela n'était pas du tout pareil. Je présume que l'arrivée des institutionnels ont été, pour beaucoup, vivement la baisse des taux pour voir ce qui se passera. Alors, effectivement, qu'est-ce qui nous fait dire que... Mais ça fait longtemps qu'on estime que novembre sera pour nous probablement, je dis bien probablement, le point entre guillemets culminant de notre momentum. Ça, on l'a vu et on l'avait tracé à l'époque. Je vais essayer de retrouver le tracé, hop, ici, et qui nous annonce un peu, si tu veux. Alors, c'était le plan 2025. Alors, il a été fait depuis très longtemps, mais c'est le plan on devait, en tout cas qu'on suit pour 2025. Alors, où est-ce qu'il me l'a tracé? Je ne sais plus, là, non? Je vais mettre à jour. Il y a trop de... Alors, je vais essayer d'enlever. Je pense que c'est là. Est-ce que j'y arrive? Voilà, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi il me met ça. Je pense qu'il faut que je me mette une autre unité de temps. Il me met qu'il n'arrive plus à revoir le plan. Bon, c'est pas grave, on va le faire. On était parti de toute la hausse. Ah, mais oui, je sais pourquoi, puisque je suis sur ETH. On va se mettre en BTC, voilà, on le voit. Donc, je vais mettre en daily. Et je vais essayer de... Voilà. Donc ça, si tu veux, c'était en août 2024. Et ça nous a permis de construire le plan 2025. Je rappelle, je vais effacer ça. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on suivait pour... Alors, je ne sais pas si je vais mettre en plus grand. Hop, on va enlever ça. C'est que ça fait beaucoup de tracés du coup. Je vais enlever... Alors, hop, on va enlever synthèse mensuelle. Hop. Ok. Et puis, on va enlever celle-là.
Voilà, d'accord. Donc il nous reste notre plan et notre plan qui est allé au 24 novembre. OK? Donc au 24 novembre, et c'est ça notre structure haussière qu'on a pris en considération depuis le bas de novembre 2022. Donc on a pris en considération toute la structure haussière depuis novembre 2022 avec le repli en point C de août 2024. Ça a été la structure pour de suivi de 2025. Et on a annoncé qu'on devrait aller chercher des structures qui nous permettraient d'aller jusqu'à novembre 2024. Alors le plan peut aller plus loin, hein, jusqu'à avril 2026, mais on sait que généralement dans la première phase de hausse, d'accord, cette première phase de hausse, eh bien, on a tendance à garder une certaine dynamique. Après, c'est plus chaotique. Ok. Donc ça, c'est notre plan. Et donc on sait que dans notre tête, jusqu'à novembre, il y a cette possibilité haussière. Par contre, dans la structure mensuelle qu'on a observée, on voit que dans les relevés de temps qu'on a fait, c'est là où vous devez comprendre comment on établit notre plan. D'accord? Donc, si on reprend en mensuel, d'accord, c'est visuel ici, d'accord, dans notre structure ici. Donc, on a notre mois. Alors là, il tombe en décembre, mais c'est novembre, hein, ici. Donc, on va mettre en délit, du coup. Ici, et je me remets avec la synthèse mensuelle. Vous voyez que la synthèse mensuelle nous dit que les mois ici de juillet, septembre et décembre 2025 sont des mois importants. Et quand on regarde ça, on voit qu'il y a cette adéquation avec le premier tempo du cycle. Entre le temps 1 et le temps 2, ce qu'on appelle le temps 1 et le temps 2, d'accord, eh bien, on a ces mois de juillet et de septembre qui sont importants à observer. D'accord? Et donc ça va nous demander une observation en daily plus précise pour pouvoir comprendre ce que le marché est en train de faire. Deux possibilités. Ou le marché continue sa dynamique, et dans quel cas on n'a pas de souci. Ça veut dire, je reste au-dessus de 110 000 et je ne casse pas les niveaux qu'on a dit en daily. D'accord? Voilà, ces niveaux-là, je ne les casse pas, je continue ma dynamique. Le mois de juillet était un mois important à observer. La dynamique n'a pas été rompue. Je continue. Et on se posera la question, normalement le mois d'août devrait continuer à voir sa hausse. Le mois de septembre, attention. Et on va regarder, rebelote, où seront les niveaux importants. Si on casse ces niveaux importants, alors il faudra être vigilant sur ça. C'est comme ça qu'on va construire vraiment, vraiment ce plan. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne sur les plans long terme, swing. OK, trading court terme, ça va être différent, mais sur les plans swing, on va avoir des plans très longs et des dates, des échéances qui vont nous guider tout au long de notre investissement. Donc, j'espère que ça répond à ta question, HR. Et voilà. Donc, oui, on arrive entre juillet et novembre, ça laisse une longue plage, mais bon, c'est une plage qui date de 2024, donc août 2024. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'arrive vers cette proximité de fin de cycle. Mais encore une fois, on a encore du temps. D'accord? Mais il va falloir commencer à observer les choses de manière importante, en détail. Et surtout, on arrive sur les premières targets calculées depuis 2021. 2021-2022, c'est les targets calculés sur lesquels on arrive sur ces zones. Hein, c'est les zones calculées ici. Je me remets en mensuel, hein, je suis désolé, ça fait beaucoup de navigation, mais voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est d'essayer de comprendre un peu la réflexion. Donc ces premiers calculs à 122 000 qui datent, d'accord, de novembre 2021 à novembre 2022. Et ben, ces premiers calculs, ils y arrivent aujourd'hui, ils y arrivent maintenant. Donc on est dans une zone sur laquelle on a des résistances importantes de 2021 qui commencent à arriver en questionnement. On est sur le niveau haut de nos cycles, fin de cycle temps T2, entre temps T1 et temps T2. Donc ça nous demande de la vigilance daily. Pour l'instant,
cette vigilance nous montre que pas de problème, mais les premiers alarmings sérieux seront une rupture significative à des 110 000. Tant que je, personnellement, ne vois pas ça, je ne m'inquiète pas et je continue avec l'idée, eh bien, août, septembre, octobre, novembre. Alors, après, j'ai jamais vécu la halte saison non plus, donc en fait, même quand le Bitcoin commence à galérer, c'est censé être le beau moment pour les haltes et j'espère pouvoir voir ça. Effectivement, ça, normalement, alors effectivement, c'était plus vrai quand les gains de Bitcoin, on va dire, se déversent sur les autres, puisqu'à un moment donné, l'argent circule. Bon, le mouvement de Bitcoin, bah, il est maintenant avec les institutionnels et les différentes, comment dire, les différents, pas alt, pardon, ETF et compagnie, bah, jouent un peu un rôle un petit peu différent. Est-ce que ça va découler comme ça? Potentiellement, le cycle normal, c'est ça. C'est BTC monte, stagne, ensuite ETH commence à accélérer. C'est ce qu'on a ici, hein, accélération ETH, BTC stagnant, d'accord. Du coup, qui pourrait avoir les altes qui commencent à se mettre en place également. Alors ça évolue en ordre dispersé. Aujourd'hui, c'est pas comme on voit, c'est pas vert. Hein. Donc voilà, c'est comme tout. Il faut pouvoir savoir prendre des profits au bon moment également sur certains alts, travailler avec les outils plus modernes aujourd'hui. Bon, enfin moi personnellement, je commence à travailler avec des bots dans les phases d'accumulation. Pour travailler cette accumulation, on est en train de travailler un petit peu ça avec certains logiques sur les masterclass. On voit un petit peu ça pour pouvoir essayer de faire de la performance même quand le marché n'est pas forcément là. Nos dollars doivent travailler également. Donc voilà. Donc c'est encore une fois, l'important c'est de s'adapter à la situation que l'on est en train de vivre. Moi, je pense plus à un truc qui parte comme ça, to the moon et machin. Peut-être que ça va le faire et tant mieux, je serai agréablement surpris et j'ai pas de souci de ce côté-là. Hein, je serai content, on va pas cracher dans la soupe. Mais si jamais, mon but est, si jamais ça le fait pas, si jamais ça part pas, comment je fais pour continuer à gagner de l'argent sur ces types de marchés. Et j'espère, comme toi, HR, que tu puisses voir effectivement une halte saison digne de ce nom. Ce n'est pas encore le cas, même si certains alts ont déjà ramené pas mal de performances. Voilà, donc on a fait BTC, on a fait ETH. Ok, donc moi je vais montrer ce que je voulais vous montrer. On a une petite, encore 3/4 d'heure facilement, sur lequel on peut échanger ou par questionnement sur ce que vous voulez, ou on continue sur certains axes. Je peux vous montrer, alors on suit en fil rouge Plume, également pour vous expliquer un petit peu le travail sur Plume. L'idée de Plume, c'est que je l'expose complètement avec mes prises de position, le pourquoi je prends position, donc surtout avec les logiques. On a décortiqué la pondération des différents piliers de l'Ichimoku qui vous permettent de prendre des décisions. Ça, c'est ce qui avait été fait sur la dernière masterclass là. Et je prends en exemple Plume. Comme ça, vraiment, je note tout de A à Z, comment je fais, qu'est-ce que je fais là-dessus. Vous voyez qu'il y avait une ligne d'investissement initiale à 0,1237. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai pris 100% de mes bénéfices à 0,1237, c'est-à-dire à break-even, qui m'avait permis quand même de faire des gains sur ces montées-là. Donc il restait 3 000 $ sur la position. J'ai récupéré ces 3 000 $ en sortant ici sur la position à partir du 5 juin.
Donc on est sorti le 5 juin et maintenant j'ai une position à peu près équivalente, à peu près 4 500 $, qui est ouverte sur les 0,78, donc tout en bas ici. Alors j'ai expliqué aussi pourquoi j'étais rentré à cet endroit-là, en décortiquant le graphique et en montrant le graphique. Et j'ai également dit que maintenant on devait rester sur un range d'une trentaine de jours, selon la configuration Ishimoku, qui devait se faire entre 0,77 et 0,12. Donc voilà, et c'est pour ça que on travaille avec des bots à l'intérieur pour accumuler les positions. Là-dessus, on est en train de travailler là-dessus, ce qui est plutôt intéressant. Alors c'est bien, il fait le range qu'on a dit, donc tant mieux. À quelque part, ça permet d'accumuler, voilà. Donc t'es assez, je vais pas dire prévisible, mais assez clair. Donc ce qui est en train de se faire ici. Juste alors, est-ce que Comore est là? Non, ok, donc il n'est pas là. Donc je verrai avec lui. Moi personnellement, j'avais configuré un bot assez dans la phase ici où on était revenu sur les 0,1080. Donc ça devait être, je crois, vendredi ou samedi, hein, dans cette zone-là. Je l'ai calibré un peu large sur le range, mais en fait pendant 3 jours, en fait, il n'a rien donné, il n'a pas fait d'arbitrage, et donc je l'ai clôturé. Je l'ai clôturé quand il était en position haute de mon range, ce qui m'a permis de clôturer avec des bénéfices quand même. Et ensuite, je voulais mettre un ordre d'ouverture à 0,98. En fait, au final, je l'ai fait hier à 0,1030. Donc, j'ai de nouveau un bot sur la partie de la VAL ici, puisque pour moi, on pouvait aller chercher cette liquidité et commencer à faire travailler à l'intérieur de ce range. Donc, je travaille toujours ce range. Alors, pourquoi les 0,1030 là, ils m'ont intéressé, puisque pour moi, on devrait revenir jusqu'à 0,80. Donc, je travaille tout ce qui va se passer de 0,80 à 0,1250 à peu près, hein, toute cette zone-là, 0,1257 exactement, j'ai mis comme range. Et ben vous voyez qu'à 50%, les 0,1030, c'est 50%. Et donc je suis à l'équilibre. C'est un peu comme on avait travaillé, peut-être, je ne sais pas si vous vous souvenez, les moyennes géométriques pour les poules de liquidité. Le bot, en fait, il travaille à peu près de la même manière. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir le plus proche du centre du range que j'estimais, donc 0,080 à 0,1257. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert en fait à 0,1030. Je voulais attendre à 0,098. 0,098, effectivement, c'était là que je voulais ouvrir le bot, et en fait au final non, j'ai préféré garder les 0,1030. Voilà pour ce que je suis en train de faire sur Plume. Donc Plume, j'ai une position spot à 0,078 d'environ, ça doit être à peu près 45 000 plumes, un truc comme ça. Donc ouais, à peu près 45 000 plumes qui doivent me rester sur cette position après avoir sorti. J'en avais 55, hein, j'ai sorti je crois 10 000 plumes sur la partie là. Et le bot qui travaille lui avec un capital de 1 000 $. Donc en gros, il y a à peu près 4 000 et quelques dollars, 4 200, 4 000, je ne sais plus combien, qui travaillent sur le spot, et un bot qui travaille avec un capital de 1 000 $ pour pouvoir bien travailler cette période. Voilà pour ce que je suis en train de faire sur. Si pas de questions, eh ben, on peut passer à la suite, c'est-à-dire, eh bien, vous me dites ce que vous voulez que je regarde avec vous. Là, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous dire sur ETH, BTC, et puis le fil rouge sur Plume n'étant pas forcément
enfin, je fais pas de conseils hein, sur Plume ou quoi que ce soit, je dis juste que je travaille celui-là parce que bah, c'était un RWA qui m'intéressait, le projet m'intéresse, et que donc ça m'intéresse d'avoir des plumes en portefeuille, et que eh bien on a commencé, voilà, il est assez jeune, donc on va le suivre et évoluer avec celui-là, et il a une difficulté supplémentaire, je trouve, c'est qu'il a toute une série de unlock programmé sur lequel je veux voir comment le marché travaille là-dessus, en sachant que presque 70% de la supply est distribuée entre trois grosses adresses seulement, ce qui veut dire que bien il y a les risques de manipulation, tatati tatata, donc faut faire attention. Mais justement, je trouvais que c'était un beau challenge de voir si on était capable, eh bien, de faire toute l'analyse technique Ishimoku là-dessus, avec cette difficulté-là. Alors, le HX a détonné en 7 jours. Alors, HX, HEX, X, T, ici. Donc effectivement, une belle position. Alors pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, j'espère que vous avez bien vu le second creux hein, ici, bien travaillé. Donc pareil, hein, à partir de juin 22 juin ici, c'était vraiment très intéressant hein, dans les entrées Ishimoku de second creux. Celui-là était vraiment très joli. D'accord. Normalement, maintenant, vous devez commencer à avoir cette acuité visuelle qui doit vous permettre de voir un petit peu ces possibilités. Alors après, sur le restant de son mouvement et les capacités dans lesquelles il est, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à court terme du mouvement. Il y a des sacrées mèches, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a comme liquidité dessus, mais c'est... Ouais, mèche 14%. La mèche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pour lui sur le retour? Regarde parce qu'il y a plein de petites mèches. Droite à gauche. Donc ici, oh, là, il est venu c'est assez intéressant. Hein, donc il est venu chercher la V assez bien. Il a retracé complètement sur la V. Attention quand même, on a dépassé son temps T2 au 27 juillet. En tout cas, ouais, si j'avais, et c'est là où il faut comprendre un petit peu le principe, c'est si j'avais cette possibilité et que je voulais travailler ce mouvement HTX ici, je serais probablement rentré proximité du second creux, ce qu'on appelle le second creux en Ishimoku, et j'aurais projeté certaines targets, d'accord, et ces targets ici, donc aurait permis de prendre certains bénéfices sur votre mouvement. Mais vous voyez que eh bien la vitesse à laquelle le marché s'était déployé, vous voyez les deux lignes de force ici, on pouvait estimer quelque chose entre 19 et 21 ici. Et puis d'un coup, aujourd'hui, eh bien, on a cette accélération d'un coup, et en fait, au final, on vient accélérer le mouvement pour aller chercher la V à 25 ici. Donc je pense que vu la configuration que la vitesse de déploiement, très probablement, bien des bénéfices auraient déjà été pris, je pense personnellement, sur la zone des 21. Voilà. Et le restant pourrait mourir à peu près sur 25 ou 26 avant d'avoir eh bien, la prochaine jambe de correction qui nous permettrait de recalculer ce qu'on pourrait réinvestir éventuellement dans le mouvement. Donc effectivement, un joli petit mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez voir? Ou même poser des questions, hein, si vous n'êtes pas trop timide, que vous voulez
Vous avez envie de parler un petit peu, vous avez un micro, vous pouvez ouvrir, hein, je suis ouvert à toute discussion. Même des critiques, hein, c'est pas c'est pas un problème, hein. On a cette possibilité de faire ça en chill sur le Discord, donc c'est cool. Autant en profiter. Le BNB Superstar. BNB. BNB. Hop. Un mensuel, il est assez propre. Il est vraiment joli, hein, même en mensuel, hein, le BNB. Ça pourrait vous donner à long terme. Je vais vraiment faire un petit coup sur long terme ici. Je vais prendre celle-là. Donc on travaille sur la NT à 798. On va essayer de la passer. 798, on a vraiment une possibilité d'aller chercher les 1000, 1100, vu les vitesses à laquelle c'est en train de se déployer. Donc si on arrive à bien négocier la NT à 798, on est une des choses qui pourrait être assez intéressante de ce côté-là. Avec la zone de turbulence qu'on a eue ici et puis qui vient de casser la zone de turbulence au-dessus des 798, ça c'est plutôt positif. Donc, et à court terme, un peu plus court terme, on a vraiment un joli mouvement bien structuré. On aurait pu le travailler ici. Alors, si on a... Donc ici, on pouvait aller chercher 875. Vous voyez la target E, ici, la ligne de force de la target E, qui peut encore aller chercher 875, encore du timing. On revient chercher simplement sa Kijun-sen sur le daily, encore du momentum. J'ai envie de dire, effectivement, Superstar, on est bien sur une bonne dynamique, sur une bonne... voilà. Mais pour l'instant, on s'oriente à court terme. 11 août, plutôt 875. On peut aller terminer ce mouvement. Ça peut être intéressant. Et ensuite, eh bien, pourquoi pas continuer, hein, si on arrive à casser cette dynamique-là, eh bien, de continuer sur le long terme. Donc voilà, ça, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a un plan plus long terme qui peut aller jusqu'à avril 2026, voire février 2026, d'accord, avec ces possibilités-là. Et après, vous regardez en court terme, eh bien, le mouvement qui peut aller chercher 875, peut-être revenir corriger, repartir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu les objectifs court terme, 875 sur la E, potentiellement, voire sur l'accélération. Et après, à long terme, eh bien, si on reste sur ce tempo-là, eh bien, on resterait encadré par ces deux lignes de force, hein, sur lesquelles on pourrait, à terme de ce mouvement dynamique, c'est-à-dire avril 2026, pourquoi pas quelque chose autour de 1385, 1087 ou 91, 1101, pardon, non, 1091, 1087. Voilà, rapidement, hein, parce que vous avez vu que ça demande beaucoup plus de temps, il faudrait calculer les tempos, enfin voilà, mais là c'est vraiment rapidement pour donner un peu l'ordre de grandeur. Allez, un autre si vous avez. Et là. Oui, il y a encore le temps, il n'y a pas de souci. Et là. Alors, une petite configuration aussi. Il y en a pas mal qui sont partis quand même, c'est bien. On avait déjà dû l'étudier à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Et hop, hop, hop.
Voilà. Effacer tout ça. On va regarder sur son mouvement court terme. Ici sur le second creux, donc je vais partir sur juillet. Voilà un peu les objectifs à court terme en daily sur lesquels on peut se baser. 0,075, donc là on a quelque chose qui peut aller jusqu'au 10 août, fin du mouvement au 13 août, avec un objectif, puisque tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de force, eh bien, on peut aller envisager 0,93, donc quelque chose qui pourrait, on va dire au 10 août, aller entre 0,76 et 0,93. Un petit peu l'objectif court terme qu'on pourrait envisager à l'intérieur de cette structure. Le mouvement est relativement propre, bien construit. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors attention, il faut que ici, eh bien, vous avez 1, 2, 3, 4 jours de hausse bien construite et ce serait intéressant que on ne retrace pas plus que 50% de cette hausse-là ici. D'accord, donc on y est. Ce serait bien qu'on tienne ce niveau des 0,5647 pendant encore 2-3 jours, même si après on redescend, mais on peut encore un petit peu maîtriser ça. Sinon, c'est un peu plus chiant. Mais bon, on devrait pouvoir réagir et ce serait intéressant de voir si on réagit sur le niveau ici de Tenkan-sen qui devrait amener un momentum important à observer. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes en 40 minutes, vous dites mince, il faut que enfin, vous êtes en daily. Dites, ce serait intéressant de savoir comment ça va réagir ici sur ce niveau de Kijun-sen à 0,5623. D'accord, notez-vous ce niveau là, 0,65623. Et là, vous vous dites, eh bien, je vais observer ça. Comme c'est une seule et unique bougie daily pour le moment, jusqu'à 2 bougies, vous regardez ça sur le 40 minutes. Donc si vous voulez savoir entre aujourd'hui et demain comment ça va se passer, eh bien c'est ici que ça se passe. Et ici, vous allez commencer à peaufiner votre réflexion, c'est-à-dire que si vous avez dit que c'est cette zone-là qui devrait tenir, eh bien il va falloir que le momentum absorbe la directionnalité baissière et commence à amener une configuration qui amène le rebond à la hausse. Et ça se regarde en 40 minutes, pas obligé de rester toute la journée sur l'écran, mais simplement de regarder votre structure. Et ici, vous pouvez commencer à vous dire, d'accord, jusqu'où le marché pourrait descendre. Eh bien, on a notre structure baissière ici, qui va amener, voilà. Donc, on voit que le marché pourrait aller chercher 0,54, 0,5384 sur le mouvement, absorber ce mouvement, avoir un Kinkoyo, une Tenkan-sen qui va se faire absorber, Kijun-sen qui devrait s'absorber également et commencer à renverser le momentum. D'accord. Et ça devrait se faire aux alentours, au plus tard, 30 juillet, 12h40, ça devrait nous amener à avoir ce rebond. Et si rebond il devait y avoir, eh bien, il faudrait regarder les zones d'équilibre et ainsi de suite. Donc, vous voyez que vous pouvez préparer votre journée de demain, puisque là, on va passer sur du court terme. La journée de demain pour savoir si je suis investi. Comme on a dit tout à l'heure, je suis investi sur la partie basse. J'ai pris peut-être pas encore de bénéfices. Est-ce que c'est le moment de prendre mes bénéfices? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que si? Est-ce que ça? Cette zone-là, techniquement, si elle tient, ça veut dire que je peux avoir un creux qui est suffisamment solide ici pour la suite de mon mouvement, sur lequel je peux envisager 0,75 avant de commencer à prendre mes bénéfices. Et pour pouvoir avoir cette réponse, je vais regarder et observer ce qui va se passer ici pour les 2 prochains jours en le regardant là et avec l'idée du 30 juillet, voire 30 juillet midi, un changement. Et on va pouvoir accompagner ce changement grâce aux lignes de l'Ishimoku qui vont nous permettre d'avoir une observation un peu plus pointilleuse sur laquelle on peut avoir un renversement. Parce qu'on attend, c'est quelque chose qui se renverse de cette manière-là, comme vous avez eu, vous avez correction, et on est venu et on a corrigé. Vous voyez, ici, c'est là où il y a marqué le point C. Dans cette correction, la manière dans laquelle il va commencer à retourner le marché, vous voyez ici, tac, 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 là, il a retourné les lignes de l'Ishimoku. Et ici, tout était baissier. Et là, vous avez une inversion. Regardez votre Kinkoyo ici. Je vais vous enlever les bougies pour que vous voyez. Hop, ici, vous voyez comment votre ligne, tout ça,
voyez que Tenkan-sen est en dessous de votre Kijun-sen, en dessous du nuage, donc tout ça, ok. Et puis là, vous avez une inversion, les choses commencent à s'inverser. Ici, vous avez de nouveau une inversion. Vous allez me dire, ah, mais tu as encore une inversion de ce côté-là. Et regardez la différence entre l'inversion qui est ici et tac, 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 cette inversion. D'accord? Au moment où vous avez cette inversion qui se fait entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, vous avez une Kijun-sen également qui monte. D'accord? Donc, elle valide la directionnalité du Kinkoyo. Là, le Kinkoyo est basculé haussier, d'accord? Avec une Kijun-sen qui monte. Et vous avez ici, de nouveau, un croisement avec une Tenkan-sen qui descend, qui croise à la baisse, mais vous avez votre Kijun-sen qui reste haussière. Elle ne bascule pas à la baisse. Donc, elle ne valide pas le croisement. Okay, à partir du moment où elle ne valide pas le croisement, eh bien, il ne faut pas prendre en considération ce croisement et garder le tempo dynamique de la hausse. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut bien essayer de voir, comprendre. Et dans ces croisements, est-ce que c'est un croisement avec un mouvement passif ou c'est un croisement avec un mouvement dynamique? Ça aussi, c'est une observation à faire. Non, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'était voilà pour le moment pédagogique du système. Donc, essayez de comprendre, vous voyez un peu toujours cette même logique. Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez observer, qu'est-ce que vous voyez pour continuer. Ici, vous savez que votre mouvement, même si ici j'aimerais bien qu'il tienne la Tenkan-sen, ben, il y a probablement des zones de support. On voit que techniquement ici, si on suit les lignes de force, on devrait faire entre 0,53 et retracer jusqu'à 0,48. D'accord? Tout nous indique que le momentum correctif n'est pas terminé. Ni la structure, d'accord, ni la construction, ni les équilibres des lignes nous montrent que tout ça est terminé. Donc, si c'est pas terminé, on laisse faire la nature et voir si eh bien, la zone absorbe, renverse les lignes de Ishimoku et ainsi de suite. Et donc voilà pour ENA. Gardez un œil de ce côté-là, observez votre 40 minutes si vraiment c'est la zone qui est intéressant et si jamais eh bien, ça casse, on observera le retour sur notre Kijun-sen à 0,47 éventuellement ici avant le mouvement dynamique. Voilà ce qu'on peut dire. Et ben, il est 23h, on a fait quand même une petite... et on a commencé, c'était quoi, 21h30, voilà, c'est 1h30 ensemble. J'espère que ça vous apporte quand même quelque chose. Essayez de comprendre cette logique dans l'utilisation des outils de l'Ishimoku. Donc évidemment, je comprends que c'est pas forcément toujours simple, mais vous avez vu qu'il y a une certaine pertinence. Donc des fois, ça a du bon de se donner du mal à comprendre. Comme je disais un peu, longtemps que je dis ouais, ça fait 6 ans que j'étudie ça, mais en fait non, ça fait bien plus maintenant. Puisque ça va peut-être rentrer dans la presque 10e année donc d'études d'Ishimoku au travers les différents tomes, au travers les différentes expériences que j'ai pu glaner. Donc ça prend du temps, mais ça vaut le détour, ça vaut le travail, parce que derrière, se sentir à l'aise dans le marché, quand enfin, financièrement, vous prenez entre guillemets des risques, il est important de maîtriser ce qu'on fait. Et pas d'écouter Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment de pouvoir se faire soi-même. Vous pouvez confronter vos idées, évidemment, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de prix de comprendre comment le marché fonctionne pour pouvoir prendre des décisions de manière logique, factuelle. D'accord? Celle-là, ok, je sais que ça peut descendre jusqu'à 0,54, même voire 0,48. 0,48, ça veut dire que ça reviendrait vers ma Kijun-sen. Sur ces zones-là, eh bien, je pourrais commencer à regarder à partir de demain, midi, il y aurait des choses normalement qui devraient se terminer. Et donc, voilà, j'aurai des informations.
Ok, pour l'instant, je ne vois rien qui me dit que le momentum correctif est terminé, donc il faut le respecter. Je ne vais pas acheter ici juste parce que j'ai envie d'acheter. J'achèterai quand je vois que des gens achètent en même temps que moi. Ça, c'est ça la différence, d'accord? Et ça, l'analyse technique je prêche pour ma paroisse, l'Ishimoku, eh bien, va permettre vraiment de faire ça de manière assez pertinente. Un mineur solo a gagné 3 BTC. Bah, il s'est fait plaisir, lui. Ok, bah écoutez, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques, eh ben, on pourra s'arrêter là. Eh bien, alors, si on s'arrête, eh bien, je passez de bonnes vacances. Alors, je pense, je sais pas, je crois que Zach il reviendra. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait être ok. Sinon, peut-être qu'on refera un live. Mais attention, la semaine prochaine, je serai en astreinte, donc peut-être ce sera un peu plus tard. Peut-être ce sera plutôt vers 22h. Donc, on verra bien. Mais il y aura un petit truc, on fera un petit truc sympathique. Ok. Et bien alors, bonne soirée à tous. Bon, on voit que ça réagit encore hein, sur la zone, donc ça c'est plutôt bien. Oui, mais encore une fois, c'est pas la réaction qui va nous intéresser, c'est la réaction qui va changer les équilibres. C'est ça qui va nous intéresser. Voilà, messieurs, dames, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, bonnes vacances pour ceux qui le sont, et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.